à tous. Bienvenue au podcast Deux fiscalistes, un podcast. Je me présente, professeur Reggie, avec Gérard aujourd'hui. Ça dépend des jours. Et notre invité, Mathieu Davio, un ami personnel à moi de longue date, mais également un homme qui a plusieurs chapeaux. Aujourd'hui, on va s'attarder à un de ces chapeaux-là, qui est un domaine qui est peu répandu. Et je vais être honnête, dans ma génération, dans mes amis, t'es pas mal dans mon entourage. Dans mes amis. Dans mon entourage, t'es pas mal un des seuls qui s'intéresse à ce domaine-là. Puis pourtant, c'est super important. C'est le domaine municipal. Ouais, ça court pas les rues, t'as raison. Ça court pas les rues. Puis là, aujourd'hui, on a un objectif, c'est d'essayer de rendre la fiscalité municipale, le domaine municipal, sexy. Rendre ça intéressant. C'est sexy. J'aime l'attitude. À la base, le démystifier. Le démystifier. Ensuite, une fois qu'on va le comprendre, on pourra le rendre sexy. Ouais, mais si on veut avoir le maximum de rétention d'auditeurs, il faut le rendre sexy rapidement. Je te dirais qu'on a le même enjeu que la fiscalité. C'est ça. Là, on ne s'aide pas. On a un podcast sur la fiscalité, l'aspect municipal, mais deux négatifs pour un du positif. méta de la fiscalité. Avant de parler de la fiscalité, c'est merveilleux. Voilà. On va perdre tout le monde. Oui, c'est ça. Mathieu, si tu me permets avant même, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, mais ton parcours au niveau municipal, au niveau politique. Parce que tu as des aspirations politiques, tu es quelqu'un qui est très impliqué dans la politique. Et la politique, c'est pas comme si c'était un domaine qui avait la cote. Ce qu'on pense de nos politiciens, etc. Et j'aimerais juste que tu nous parles de ton parcours politique et un peu tu rentres un peu dans tes valeurs, mais je te demanderai pas pour qui tu as voté. Mais juste, c'est ton parcours, s'il te plaît. Premièrement, c'est un plaisir d'être avec vous, les boys. Merci de l'invitation. Là. C'est votre nouveau podcast. C'est encore nouveau quand même. Oui, c'est la première saison. Là. Exactement, puis super intéressant. C'est vraiment cool ce que vous faites. Mon parcours, en fait, c'est assez simple. Je suis élu municipal depuis 2017. Je suis conseiller municipal. Donc, déjà là, les gens, ça leur dit rien. C'est quoi un conseiller municipal? Je dirais c'est comme un député au provincial fédéral. Okay? Grosso modo. Le maire étant le premier ministre, on va dire. Puis le conseiller municipal étant... Il y en a, exemple, nous, le conseiller à Saint-Amand, on en a 6, plus le maire. Donc, je suis conseiller élu depuis 2017. On a un peu comme une carte électorale provinciale fédérale. On a des petits districts dans la ville. C'est pareil dans toutes les villes du Québec, d'ailleurs. Donc, moi, je suis l'élu de mon district, qui est séparé en quartier, si on veut. Donc, 2017, premièrement, j'ai toujours baigné dans la politique. Autant, je viens d'une famille qui était très politisée. Ma grand-mère était conseillère municipale dans les années 80 à Saint-Amand, justement. Donc, très impliquée. À l'époque, elle était impliquée avec le Parti québécois, à l'époque des référendums et tout. Moi, j'ai vu Bernard Landry chez ma grand-mère quand j'étais petit et tout. Ça a toujours jasé de politique chez nous. Donc, moi, j'étais le gars au secondaire que, oui, j'étais dans le sport, le football, le hockey, mais je pouvais te jaser de politique pendant une demi-heure. Donc, je parlais tout le temps tout seul de ça. J'ai toujours aimé ça. Là, autant la politique américaine me fascine, la politique mondiale également. Donc, toujours été très politisé. J'ai commencé mon parcours entrepreneurial à la fin de secondaire, où j'ai travaillé, etc., en business familial avec mon père, que tu connais bien. Puis, je me suis toujours positionné dans mon milieu à Saint-Amand. J'ai toujours été très impliqué. J'étais sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce de la ville, l'AGA de Saint-Amand. J'avais commencé par ça. J'ai toujours été dans des événements, des trucs. Je me suis toujours tenu près, même du Saint-Amand Inc., si on veut, dans mon milieu. Donc, je connaissais tous ces gens-là. Toujours pas dans le but nécessairement de me positionner éventuellement, mais c'est une ambition que j'ai toujours eue. Un jour, la ville, ça m'intéresserait de m'impliquer en politique. Puis en 2017, je dirais 2016, fin 2016, l'opportunité est venue. Le maire actuel, Stéphane William, il m'a approché. Il aimait mon dynamisme, le kit. T'sais. On sortait de la vieille ère municipale où, comme les stéréotypes, vous essayez de faire tomber chez les fiscalistes et les comptables, des messieurs habillés en brun là, de 50 ans et plus. Là, on sort de ça. Le milieu municipal s'est beaucoup rajeuni, surtout depuis la dernière élection générale. Donc, mon profil collait bien à ça. Le maire voulait des représentants de toutes les générations. J'avais 30 ans à l'époque. Donc, j'ai sauté dans le bateau tout de suite. On a une campagne qu'on a faite. On aime toujours dire qu'on a fait une campagne de calibre provincial au municipal. On est allé à all-in, là, c'était vraiment cool. On a même un camion lumineux qui se promenait pendant la campagne. C'était vraiment hot, les pancartes, les rassemblements, tout. Donc, on a été élus, tout le conseil au complet, grosse majorité. Puis c'est là que mon aventure a commencé. Mais tu t'es pas limité au municipal, parce que je crois que tu as quand même fait une tentative. Même si c'est une tentative, moi, je pense qu'il faut en parler. Ouais. Plus à un niveau, je ne vais pas dire supérieur, mais différent. Je te laisse aller. L'ambition étant une chose à laquelle on carbure. 2017, je t'ai élu.
2018, premier congrès de l'Union des municipalités du Québec. Je me fais approcher par un parti fédéral, Parti conservateur du Canada. Je m'en cache pas du tout. M'approche. Encore là, eux, même chose que n'importe quel autre palier. Ils sont en quête de jeunes, dynamiques, changer l'image du politicien classique. Je me fais approcher, je tends l'oreille, finalement, next thing you know, désolé l'anglicisme, je me présente à l'investiture dans mon comté, puis je me lance en campagne électorale fédérale. Ça a été une expérience incroyable. Il y a eu beaucoup de bons, il y a eu du mauvais comme dans n'importe quoi. Je me suis quand même classé 3e sur 6 candidats dans mon comté, qui est ultra bloquiste, bloc québécois, souverainiste, ceinture fléchée. J'étais allé pareil, le vent d'en face, comme on dit. Puis, écoute, j'ai eu une belle ride. C'était vraiment le fun. J'ai fini comme premier ou deuxième dans le financement. J'ai un beau réseau de contacts. J'ai appris beaucoup de ça. J'ai surtout appris que la vraie politique, à mon sens à moi, elle se passe au municipal. Intéressant. Le vrai impact, le vrai changement que tu peux avoir sur les gens. Oui, on ne change pas des lois fiscales. Oui, on ne fait pas le budget annuel du Québec, du Canada. Mais le day-to-day, là, que les gens ne se doutent même pas, c'est le municipal. On a des pouvoirs. On n'a pas tous les pouvoirs, vraiment pas. Des fois, on devrait en avoir plus sur certains sujets. Mais on a une énorme palette de pouvoirs, éventail de pouvoirs que les gens ne savent même pas. Par pouvoir, je ne le dis pas péjorativement. Je le dis au sens où des choses qui ont un impact sur ton quotidien. Puis des fois, tu regardes les taux de vote au municipal, c'est toujours, écoute... à l'époque, la première campagne, on avait réussi à amener, je pense, 48 % de taux de vote. C'était phénoménal dans les élections. Mais sinon, ça tourne. Tu as des villes, c'est comme 18 % de vote. Puis c'est là que tu devrais aller voter le plus. Encore plus qu'au provincial pour au fédéral. T'sais. Fait que voilà. Mon expérience fédérale m'a vraiment amené à reconnaître que la vraie game... Ben, pas la vraie game. Puis là, je peux vous parler dans 10 ans, puis je vais avoir été approché, je vais peut-être passer aux élections, je vais m'aller au fédéral, au provincial. Mais bon, pour l'instant, avec ma petite famille et tout, là, dans mon milieu, c'est là que c'est le mieux. J'aime comment comme tu dis, tu n'as pas été élu au fédéral, mais comment tu parles de l'expérience. Ça va faire l'objet d'un autre épisode, mais comment les échecs, des fois, peuvent nous apprendre à justement passer à un autre niveau et de ne pas se décourager d'un échec. Ça n'a pas du tout calmé tes ambitions. Non, le lendemain, j'étais reparti. As-tu des questions ou je poursuis? J'en ai une. Ouais, j'aime ça. Juste pour informer le monde, quand ils votent, les taux de participation aux élections municipales sont très basses. Pourquoi? Juste un des éléments qui fait en sorte que pour eux, c'est super important de voter au municipal. Vite. C'est une bonne question. Vite, parce qu'on régit tes taxes municipales. On régit comment ta maison va être positionnée sur ton terrain quand tu vas vouloir la construire. On gère tes poubelles. On gère un paquet de trucs. Puis là, pourquoi que les taux sont bas? Je pense que ça incombe aussi aux politiciens municipaux. La communication est mauvaise au municipal. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai une grande ambition. Là, vous allez voir, vous allez entendre parler de moi prochainement. On rentre en campagne électorale, c'est un an d'avance, mais c'est là que ça se joue. Je pense que les gens sont... Souvent, l'information est là, les gens ne s'informent pas aussi. Là, l'électeur a son lot là-dedans, mais ouais, la communication vers le citoyen doit être mieux vulgarisée. OK. En fait, carrément. Puis, pour rentrer, aujourd'hui, le podcast s'adresse davantage aux entrepreneurs. Fait, comment est-ce qu'on fait le lien entre le municipal et l'entrepreneur, puis comment est-ce que ça peut être pertinent pour eux, ou bien même de monsieur, madame, tout le monde. Comment fonctionnent les revenus d'une ville, en général? Puis là, on peut parler de Saint-Amand maintenant, mais même si on pense à Montréal, parce que je veux pas, c'est une ville, c'est la plus grosse ville au Québec. Fait, comment ça fonctionne, les revenus d'une ville? C'est quoi les sources de revenus qu'elle a? C'est quand même simple, c'est assez limité. Dans le fond, on a le revenu de taxation, donc votre fameuse taxe municipale que tu paies sur n'importe quel immeuble au Québec. Scolaire, c'est vous autres aussi ou c'est... Non. Okay. C'est vraiment les centres de services scolaires qui collectent cette taxe-là. On pourrait revenir aussi dans des petites piques que j'ai envoyées à notre gouvernement provincial là-dessus. Des revendications. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, on a le revenu de taxe foncière, donc ta taxe que tu payes. Puis, c'est important de comprendre que sur le relevé de taxes que tout le monde reçoit au Québec, oui, il y a la taxe foncière, mais il y a un paquet d'autres taxes de services qu'il y a là-dessus, okay? Qui ne comptent pas dans la taxe foncière, mais qui sont plutôt des taxes, comme je dirais, pour payer des règlements d'emprunt sur une taxe de service dans ton secteur. Par exemple, ils ont refait les égouts, ils ont refait la rue. Il y a une partie qui est payée au général, une partie qui est payée par les usagers, exemple. Ça marche différemment dans plusieurs villes, mais bon. Tu as, exemple, tes poubelles, c'est chargé à part, parce que c'est refacturé par les MRC dans notre type de ville. MRC.
municipalité régionale de comté. Ça, on pourrait faire un épisode là-dessus, mais le municipal, c'est un peu comme la fiscalité, c'est le monde des acronymes. Donc, vraiment beaucoup. Bref, tu as le revenu de taxe. Ensuite, tu as le revenu de taxe ponctuel, style la fameuse taxe de bienvenue, le frais de mutation. Par exemple, tu achètes un bâtiment, la ville te collecte X montant. Tu as la taxe, justement, le frais de mutation. Tu as également des frais de parc. Des fois, exemple, quand il y a du développement, tu lotis un nouveau terrain et tout. Il y a 10 en parc la plupart des endroits. Ça, c'est un montant que tu paies et qui va dans la cagnotte pour les parcs des villes, justement, pour alimenter ces parcs-là. Fait que ça, tout ce qui est taxation, c'est une sorte de revenu. Puis le reste, ça vient par des subventions. Le deuxième revenu d'une ville, c'est les subventions. Donc, subventions de toutes sortes, par 1001 programmes provinciaux, fédéraux. On va chercher des subventions. Grosso modo, là, c'est ça, les revenus municipaux. Puis, subvention, ça va être basé sur quoi? Sur le nombre d'habitants, nombre de maisons, nombre de chiens, nombre de... Toutes sortes de critères que tu appliques. Oui, effectivement, les tailles de population, des trucs comme ça. Exemple, tu veux faire un nouveau passage piéton là, dans un quartier, ben, tu peux appliquer sur une subvention. Bon, puis là, est-ce que tu rentres dans le cadre de la subvention et tout? Là, ça, c'est ton équipe municipale qui gère ça. Fait que la chasse aux subventions est très, très, très importante pour les revenus d'une ville. La taxation, je te dirais, c'est plus fixe, récurrent. Après ça, tu as tes ponctuels qui sont les frais de mutation et tout. Mais la chasse aux subventions, là, exemple, cette amable, nous, quand on est rentré en poste en 2017, le bas blessait beaucoup. On était, excusez, puis je vise pas personne qui était là à l'époque, on était mauvais. Notre moyenne au bâton de subvention était pas bonne. Fait qu'on passait aux côtés d'un paquet de choses. Maintenant, on a une nouvelle structure, on s'est réorganisé, une nouvelle direction générale, etc. Ça s'est amélioré, ça change la donne. Entre subventionner, exemple, un polydôme ou un truc pour les loisirs, entre pouvoir le faire et pas le faire, souvent c'est la subvention qui fait la différence. Okay. Refaire une rue, souvent c'est la subvention qui va faire la différence, etc. OK. La subvention étant basée sur des nombres d'habitants, etc., fait que dans le fond, la ville, son objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes? Absolument pas. Okay. Ça n'a pas rapport. C'est un critère, exemple, des villes de telle taille et tout, mais non, ça n'a pas rapport. Là. Ça aussi, c'est une mauvaise conception. Les gens pensent tous que les villes veulent mettre des condos partout pour c'est plus payant et tout. On va se le cachera pas, là, je joue carte sur table. Ce qui est payant, n'importe quelle personne qui est à la tête d'une ville va te le dire, tout le monde veut de l'industriel commercial. C'est ça qui est payant pour une ville. Payant, en voulant dire, c'est ça qui va te rapporter le plus de revenus sans dépenses pour redonner aux citoyens après. Parce qu'une ville, c'est pas une business. Ça n'a pas d'expiration dans le temps. Le but n'est pas de faire du profit. La fiscalité de ville, là, d'ailleurs, là, la vraie fiscalité comptable d'une ville, c'est complètement différent là, que la fiscalité qu'on connaît en entreprise. Donc, le but est vraiment différent. Même côté amortissement de nos infrastructures, on pense complètement différemment d'une ville. Il faut penser à l'écart l'équitabilité générationnelle quand tu fais des infrastructures. On a ça en tête toujours. Dans une ville, exemple, si on refait les égouts complets dans la ville, ça coûte, je dis n'importe quoi, 100 millions. Trop vouloir le payer vite n'est pas équitable pour la génération actuelle versus celle qui va en bénéficier dans les prochaines générations. Exactement. Donc, c'est toutes des choses qu'une ville a en tête versus en entreprise, c'est pas pareil. Fait que, voilà. L'objectif, ultimement, c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants. Exactement. Chaque décision qui est prise est prise dans l'optimisation de cette idée-là. Tout à fait. Okay. L'expérience, pas client, mais expérience citoyenne. Ouais. C'est pour ça qu'exemple, les revenus provenant du commercial industriel. Une bâtisse industrielle, tout ce que ça demande, c'est l'eau, la rue en avant, puis c'est pas mal ça. Puis ça paie des grosses taxes. Ouais. Versus, tu augmentes ta population, ben oui, exemple, tu te dis, cool, on a réussi à aller chercher 100 unités d'habitation nouveau. C'est cool. Oui, ça amène des nouvelles taxes, mais là, tu amènes 100 nouvelles personnes et plus qui ont besoin de loisirs pour les enfants, qui ont besoin de services, qui ont besoin d'une panoplie de choses que finalement, souvent, ça break even. C'est ça que les gens pensent. Okay. La densification amène une autre optique là-dessus, mais je veux dire, tu sais, exemple, là, faire une maison, là, vouloir faire des maisons comme on pensait dans le temps, là, la ville, les taxes rentrent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le résidentiel, ça coûte cher aux villes parce qu'il y a plusieurs vases communicants là-dedans. Puis, fait que l'industriel commercial, c'est ce qu'on veut. Si on peut rentrer, puis là, finalement, tu parles pour ta ville, puis je vais généraliser en pensant que c'est le même pour toutes les villes, puis je sais que tu n'es pas dans les autres villes, fait que tu peux pas nécessairement parler des autres villes, mais en ce moment, on manque de logements, on manque de les permis. Fait que comment...
encore là, je dis qu'on s'adresse aux entrepreneurs. Un entrepreneur vient voir, il veut construire un 6 logements, il veut construire un 100 unités ou il veut construire une bâtisse industrielle, commerciale. Qu'est-ce que vous regardez? Parce que vous n'avez pas l'objectif, comme par exemple, dans un autre épisode, on avait des gens qui étaient plus des investisseurs, qui regardent les profits, l'horizon, le rendement, etc. La ville, le nombre de profits que ta business va faire, peu pertinent. Fait que comment un entrepreneur devrait-il se préparer s'il a un projet qui veut amener à la ville et qui veut que ça passe bien? Premièrement, je ne suis pas urbaniste. Là. C'est probablement... La communication et l'urbanisme, c'est ce qui m'intéresse le plus dans une ville. Je ne suis pas urbaniste, donc je réponds à mes connaissances sans trop m'embarquer non plus. Mais je suis quand même président du comité consultatif d'urbanisme de ma ville. Fait que, tu sais, je peux quand même répondre à certaines choses. Premièrement, tu l'as dit, se préparer. C'est là que le bas blesse. Puis là, tu sais, il faut toujours faire la distinction entre Montréal puis le reste du Québec. Okay? Montréal, tu sais, on entend souvent dans les médias, surtout avec la crise du logement. Avoir un permis à Montréal, ça prend 3 ans, chose qui est vraie, là, tu sais, de 2 à 3 ans et plus. Chose qui est vraie, mais tu sais, c'est complètement une autre réalité. Tu sais, le cadre bâti, le cadre existant, il y en a une méchante partie de fait. Ça a l'air bien bête, là, mais les délais, là, exemple, il y a certains endroits à Montréal, à peu près partout, il faut même aller jusqu'à l'UNESCO pour savoir si c'est pas dans le patrimoine mondial. Tu sais, on s'entend qu'on n'est pas à Saint-Amable, là, ou à Sainte-Julie, ou à Boucherville. Fait que ça, je le mettrai un peu de côté là-dessus. Je vais parler comme pour les autres villes du Québec. Là, les grosses métropoles, c'est une chose. Tu arrives dans des villes, mettons, de taille moyenne, là, entre 15 000 et 50 000 habitants. Arriver préparé. C'est là que le bas blesse. Puis là, souvent, la mauvaise préparation fait en sorte, puis je dis pas que les villes ont pas de tort, là, mais la mauvaise préparation fait en sorte que les dossiers s'étirent, que là, il y a du back and forth, comme on dit en bon anglais, puis ça crée de la frustration. Faut voir ça, puis des fois, tu as des développeurs, il y en a, qui arrivent à la ville comme s'ils s'en venaient à la guerre, tu sais. C'est pas ça, on est des partenaires au bout de la ligne, tu sais, parce que le nouveau produit que tu vas faire sur le territoire, bien, premièrement, dans plusieurs des cas, on le veut, donc on doit travailler ensemble. C'est pas une guerre, mais souvent, c'est mal préparé. Mais c'est quoi être bien préparé? Parce que, tu sais, c'est facile de dire... Je vais donner l'exemple avec mes étudiants. Ouais. Je dis, préparez-vous pour l'examen. Oui, mais monsieur, dites-nous les questions, puis on va se préparer. Fait que c'est... Mais ça, c'est un côté important. Nous, on n'a pas d'examen, là, tu sais, mais par contre, les questions, c'est un petit peu le problème dans les villes, des fois. C'est pas tout le temps clair. Tu sais, n'importe quel urbaniste va te dire « On veut une demande complète, monsieur. » C'est quoi une demande? Qu'est-ce qu'une demande complète? Ça doit être clair. Nous, on se bat depuis longtemps. On a réussi à l'implanter. C'est pas encore parfait, mais on a réussi à l'implanter. La fameuse to-do list de l'entrepreneur. Ben, là, c'est plus clair après. Parce qu'il n'y a rien de pire pour frustrer les deux parties que là, la demande n'est pas complète. La personne de l'urbanisme n'est pas satisfaite. Là, il y a du back and forth. La personne qui veut construire un immeuble est insatisfaite. Du back and forth avec son architecte et tout le kit. On le sait que ça coûte des sous. Fait que voilà. Pour éviter ça au maximum, c'est de venir s'asseoir, bien expliquer son projet. Après ça, repartir avec une petite to-do list, puis après ça, bien le faire. Ne pas essayer de shorter des choses. Puis maintenant, on ne rentre pas dans les programmes particuliers d'urbanisme, tout le kit, là, mais c'est quand même assez clair. Il y a des cartes interactives dans les villes maintenant. Par exemple, tu arrives à Saint-Amable, tu veux développer quelque chose. Tu n'as aucune idée c'est quoi Saint-Amable. Tu vas sur notre site web, on a une carte interactive. Tu peux regarder juste en cliquant c'est quoi le zonage, qu'est-ce que le zonage permet, qu'est-ce qui est désiré par la ville dans ce coin-là. L'information est là quand même. Il faut juste se préparer. T'sais. J'avoue que le zonage est important. Si c'est zoné agricole, puis tu arrives, je veux construire un 100 logements, ben on cancelle le projet, parce que c'est même pas vous autres qui faites le zonage. Par curiosité, tu disais au départ que les villes aiment ça avoir du commercial. Ouais. Est-ce qu'il y a des programmes qui font en sorte d'inciter justement plus de commercial ou pas? Qu'est-ce que l'entrepreneur qui voudrait développer du commercial devrait regarder dans une ville ou une autre pour choisir? Est-ce qu'il y a des programmes qui permettent... Quel type de commercial? Je ne sais pas si c'était ça ta question. Mais pas juste quel type de commercial, mais c'est juste quel type de commercial. Disons, moi, j'ai un type de commercial de type A à aller implanter. On va dire des bureaux. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des villes qui donnent justement certains, juste le mot en anglais, incentive ou des avantages de venir établir X ou Y? Qu'est-ce que l'entrepreneur doit savoir par rapport à ça? Ça existe des incitatifs. Là. Il y a des villes qui vont loin avec des congés de taxes à certaines entreprises. Mettons, là, on parle pas de Reggie et Inc. Par exemple, Amazon débarque. Tu en as qui vont vraiment aller loin là, dans les incitatifs. Mais grosso modo, il faut que tu fasses tes devoirs. Tu regardes c'est quoi le zonage. Comme nous, exemple, ça va être facile à Saint-Amable. Cet automne, on sort... tu as le règlement du zonage qui gère tout. Puis par-dessus ça, on vient implanter un PPU. C'est un plan particulier d'urbanisme. Ça fait en sorte que
tout va être délimité par zones très, très claires. Par exemple, le centre-ville, les zones, après ça, de densification douce, élevée, etc. Ça va être très, très clair. Fait qu'exemple, tu veux venir implanter un commerce ou une industrie, tu vas pouvoir le voir directement. Qu'est-ce qui est désiré par la ville? Puis, tu sais, je parle pas, genre, on veut un AEW versus un McDo. On n'est pas là-dedans. Mais, tu sais, tout ce qui est restauration, tout ça, dans quelle zone ça va, c'est là déjà. L'info va être là déjà. Fait que ça facilite beaucoup. L'entrepreneur ou l'investisseur doit regarder ça, doit regarder le marché, évidemment. Tu sais, je dirais ça incombe beaucoup à l'entrepreneur qui veut venir s'implanter. Là, mais venir parler à la ville, s'asseoir, qu'est-ce qui s'en vient, ça, il n'y a pas une ville qui n'est pas ouverte à ça. Faut juste... On est des partenaires. C'est ce que je dis souvent. Puis, tu sais, ironiquement, je suis un entrepreneur dans la vie aussi. Je sais les frustrations que ça peut créer, mais il faut se parler. C'est la façon la plus simple d'aborder ça. Et certaines villes, des fois, ont besoin de plus de population, pour de raisons X, Y, Z. C'est sûr qu'en ce moment, il y a trop de gens, fait que c'est pas un problème nécessairement d'attirer des gens. Mais encore là, oui. Quand on va dans la région, des fois, on a de la misère. À Montréal, tout, on est surpeuplé, mais quand on va plus dans les régions, on a plus de difficultés. À l'inverse, parce que là, on a parlé de comment un entrepreneur doit se préparer pour aller demander un permis à la ville ou quoi que ce soit. À l'inverse, quand une ville veut attirer de la population, comment est-ce qu'elle peut, si tu me permets l'expression, se mettre belle? Se mettre belle va aller à deux niveaux, parce que premièrement, il faut t'attirer le promoteur qui veut venir faire le projet en premier. Puis après ça, il faut que tu sois attractif pour le citoyen. Exemple, nous, à Saint-Amable, on est une population très jeune, une des plus jeunes au Québec, moyenne d'âge de 35 ans à Saint-Amable. Moyenne d'âge, c'est vraiment très jeune. Justement, il faut que tu aies un beau service de loisirs, des parcs attrayants, des services à la population, etc., etc. Même l'offre commerciale, elle doit être quand même attrayante. T'sais, exemple, si tu n'as aucun commerce dans la ville, ben, c'est moins attirant. T'sais. Quand tu es une jeune famille, etc., le transport commun et tout. Fait que tes services municipaux, excuse-moi encore l'expression, doivent être sur la coche, si tu veux être attractif. Après, il y a le marché qui parle. Comme nous, Saint-Amable, il y a un gros boom, je dirais, de 2020 à 2015. On en vit un autre avec la densification, mais un boom là, classique, là, faire des petits domaines de maison unifamiliales et tout. Énorme boom, on est passé de comme 6-7 000 habitants à 14 000 aujourd'hui. 2015 à 2020. Donc, 2020 à 2015, on a un énorme boom, on a doublé notre population. Bref, pourquoi? On était moins cher qu'ailleurs. On était relativement près de Montréal assez pour être attractif pour les gens qui veulent sortir de Montréal ou avoir le premier acheteur, comme on dit. Donc, le prix parle beaucoup. Mais au-delà de ça, c'était vraiment ce que tu offres aux futurs citoyens qui est important. Et pour, mettons, attirer des développeurs, ben là, c'est là que toi, en tant que ville, tu dois être prêt à les recevoir aussi. Dire que tu les veux, c'est une chose, mais tu dois être prêt à les recevoir. Comme je parlais de zonage tantôt, tu dois avoir bien préparé ton zonage. Ton plan directeur, là, ton exemple comme notre PPU, que je parlais depuis tantôt, ça dit que le plan directeur, ça dit exactement ce qu'on veut, Saint-Amable, en tant que conseil municipal, autant qu'organisation de ville. Quand tu as ça, un développeur arrive, regarde la petite carte, OK, je peux faire ça, tu deviens attractif. Au niveau d'étage, ça va au niveau d'étage que tu permets. Exemple, sur un terrain de 40 000 pieds carrés, s'il peut mettre juste un 6-plex, c'est sûr que ça va être cher au prix du marché. Oh, si par contre, il peut mettre 4 étages, donc 72 unités, oh, là, c'est différent. Fait que c'est comme ça que tu te rends attractif. T'sais. C'est pareil dans l'industriel ou dans le commercial. Là, fait que c'est comme ça qu'une ville se met vraiment attractive. Là. Puis, ça ressemble à quoi la collaboration interville? Parce que Saint-Amand, je sais que vous êtes proche de Sainte-Julie, Varennes, etc. Y a-t-il une certaine... fraternité, fraternité, oui. Ça va dépendre beaucoup des... Ou compétition. Il y a ça, il y a compétition, c'est un bon sujet aussi. Nous, on est chanceux, notre MRC, là, je fais un crash course rapide, une MRC, Municipalité régionale de comté. Outre les grands centres, là, comme Montréal, Longueuil, ces grosses villes-là, toutes les villes sont dans des MRC qui regroupent, comme nous, notre MRC tout petite, c'est 6 villes. Tu as des MRC de 18-20 villes. En fait, chaque ville a son conseil de ville, puis la MRC, c'est comme un organisme qui offre des services et chapeaute un ensemble de villes, comme nous, 6, la MRC Marguerite-Douville. Puis les maires siègent là-dessus. C'est comme un conseil de maire, tu sais. Mm-hmm. Nous, on est chanceux, on est juste 6. On s'entend super bien, on collabore, on a des projets communs, tout le kit. Tu as d'autres endroits où c'est la guerre entre chaque ville. La guerre au niveau des codes-parts de régie de police, la guerre au niveau des vidanges, la guerre au niveau de plein de choses. Fait que ça se passe vraiment, c'est disparate. Ça dépend d'une région à l'autre. Nous, on est chanceux, on est souvent... Marguerite-Douville, là, je le dis fièrement, là, souvent, on est envié. Quand on va à l'UMQ, à l'Union municipalité du Québec, là, on soupe ensemble, les villes, toute la gang, tout. Fait que, on a une belle collaboration, là, vraiment.
OK. Ça serait quoi, selon toi, tes meilleurs coups? C'est toujours dans le domaine municipal, là, tes meilleurs coups. Puis, la prochaine question va être tes pires coups ou tes regrets. Meilleur coup. Le jeu, tu sais, c'est difficile parce que on te parler conseille. au C'est l'organisation, le nous. Premièrement, on a changé la dynamique, la façon de penser dans l'organisation. Quand on est arrivé en poste, je dis pas que ce qui se faisait avant, c'était épouvantable, mais on était rendu pour autre chose à Saint-Amable. On approchait une nouvelle phase dans la vie de la ville. Donc, on a fait beaucoup de changements dans l'organisation. C'est pas toujours facile. Les organisations, c'est des... Même au niveau municipal d'une ville de 14 000 habitants, là, tu changes pas le bateau de bord comme ça te tente. T'sais, on parle souvent de la santé, là, puis tout. Mais même une petite ville, c'est un bateau à revirer de bord. Donc, le premier mandat, essentiellement, était là-dessus. Mais notre plus gros coup, c'est qu'on a réussi à... Comment je pourrais dire? À refaire rêver les gens. On a un gros projet qui va tomber public bientôt, là, mais c'est quand même un petit peu public quand même. On voulait créer notre richesse à Saint-Amable. Là, le bas-blesse, Saint-Amable, on a, je pense que c'est 3 ou 6 d'industriel commercial versus tout le reste de l'assiette fiscale qui est uniquement résidentiel. Donc, le fardeau là, de tout à Saint-Amable réside sur les citoyens. Fait que on n'a pas de Amazon de ce monde qui nous drop 500 000 de taxes par année ou des trucs comme ça. On n'en a pas à Saint-Amable. Donc, on a un projet sur la table qui va changer ça. C'est long. Au municipal, 15 ans, c'est venu comme court terme. OK? Ouais, c'est là le privé, le public, des fois, se clash. C'est toujours 4 ans que vous êtes élu? Oui, toujours 4 ans. Okay, fait faut que tu aies 4 mandats pour réaliser ton projet court terme. Mettre des choses que tu es sûr c'est dans l'engrenage, ça va se faire. Est-ce que c'est pareil au provincial fédéral que 15 ans, c'est court terme? Ou Bien sûr, c'est la même affaire. C'est pour ça que les gouvernements n'ont jamais le temps de rien implanter. Ça, on pourrait en parler, là, mais... Écoute, on peut pas être voté à vie, là, ça serait ridicule. Là. Mais, tu sais, 4 ans, c'est court. Je vais vous dire un mandat, là, dans les 3 paliers, là, municipal, provincial, fédéral, c'est le même que ça se passe. Tu es élu, première année, surtout si tu es nouveau, tu t'apprivoises la machine. Ouais. Année 2, tu commences à travailler. Année 3, tu mets tes projets sur la table. Année 4, tu es déjà en campagne. Comment vous faites pour balancer justement le long terme? Parce qu'on sent que la politique, c'est du long terme parce que c'est des gros bateaux. Oui. Puis le court terme d'être élu à chaque 4 ans. C'est excessivement difficile. C'est pas qu'il faut aller les coups des franges. Puis c'est là que, des fois, malheureusement, des mesures populaires vont émerger. Puis, on dit tout le temps, voyons donc qu'ils ont fait ça. T'sais. Exemple, on va dire au provincial ou même au municipal. Je sais pas, moi, ils ont été bâtir, je dis n'importe quoi, ils ont été bâtir un aréna pour être sûr de se faire réélire à la prochaine. Puis, mettons, ils le sont. Bien, ils sont pas rien qu'une infrastructure qui n'était pas prête à avoir là, encore dans les finances de la ville et tout. Ouais. Mais là, il y a l'espèce d'entre-deux où tu dois vraiment... Puis c'est là que la communication rentre en ligne de compte, que je trouve que c'est déficient, même aux politiques provinciales, fédérales, mais aux municipales. Il faut le dire aux gens. Tu sais, les gens sont pas... ils sont pas stupides, les gens. Si tu expliques bien les choses... Oui, tu auras toujours des gens qui veulent rien comprendre, rien entendre, mais la plupart des gens t'expliquent bien les choses. On peut pas se payer un aréna demain. Là. Peut-être dans 10 ans, quand on aura un parc industriel incroyable, j'extrapole, mais ça s'explique, ça. Fait que là, tu es comme pris à vouloir te faire élire parce que tu sais qu'il le faut, parce que tu as des projets tellement grands que, même pour le bien commun, il faut que ça voit le jour. Fait que là, il faut que tu trouves l'entre-deux avec ça. Puis ça, c'est comme ça. C'est comme envoyer des chèques ponctuels au provincial. C'est la même chose. C'est la même chèques chose. Et après ça, refaire le toit d'un stade. Oui, faire venir les Kings de Los Angeles. Je préfère pas commenter sur celle-là. Ben non. Depuis le temps que j'attends de voir les Kings jouer à Québec, en match préparatoire. Ça va être malade. Je me demande si ce projet va vraiment... Soit que les gens vont vraiment pas vouloir participer, soit que les gens vont faire comme « tac à ça ». C'est pas là, genre... Non, c'est au mois de... C'est une game pre-season, c'est en septembre. C'est ça. Fait que là, je sais pas quand est-ce que... Soit que les gens vont tout embarquer en disant comme, tant qu'à faire la farce, on va y aller au complet. Ben là, oui, il y a eu du gros spin là-dedans aussi. 7 millions, OK, c'est beaucoup d'argent pour tout le monde, là, mais dans un budget provincial, tu sais... Je sais, mais... C'est beaucoup. On peut maximiser on aurait pu mettre une coupe 100%. On aurait pu mettre une coupe d'air climatisée avec ça. Oui, je sais. Je sais, mais c'est ça. Mais bon, voilà. Ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que... Absolument. OK, parfait. Puis, là, je reviens un peu sur les sources de revenus de la ville. Ouais. L'étiquette, puis tout, je veux dire, est-ce que c'est vous autres, ça, ou c'est au Québec, ça? C'est intéressant, ça aussi. Exemple des villes de notre genre, de notre type, on a des régies de police. Donc, exemple, nous, c'est la régie de police de la vallée du Richelieu.
je pense que c'est 20 quelques villes qu'elle dessert. OK. Donc, un énorme territoire. Oui, exemple, les contraventions. Une ristourne qui revient aux villes. OK. Ça, c'est vrai de vrai. Encore là, c'est un milieu très syndiqué. Les conventions collectives, c'est dur à négocier avec n'importe quel pompier, policier. Puis c'est pas... Je pars pas la guerre. J'allume pas le feu ou je pars pas la chicane aujourd'hui. Mais tu sais, c'est des milieux avec des conventions collectives qui durent depuis longtemps. Donc, ouais. Fait que les étiquettes font partie du mode de financement de la police. OK. Aussi simple que ça, je pourrais le dire. Aussi simple que ça. Puis, à travers les villes, y a-tu des systèmes, des fois, de redevances ou de paiement interville ou qui peut arriver? Ou, tu sais, s'il y a une ville qui passe sur ton territoire ou... Tu sais, le municipal, ça marche oui, par plein d'ententes intermunicipales. Exemple, nous, Saint-Amable, on n'a pas de piscine intérieure puis d'aréna. Fait qu'on a une entente avec Sainte-Julie où on leur paie un montant, puis les Amabliens peuvent utiliser l'endroit au même prix ou aux mêmes conditions qu'un Julie-Villois, on va dire. Beaucoup d'ententes intermunicipales, ça marche comme ça, dans le milieu. Exemple, l'eau. L'eau à Saint-Amable, c'est une régie intermunicipale. L'eau appartient à Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes. OK? Parce que Varennes étant sur le bord du Saint-Laurent, l'eau vient de là. Donc, on a une régie, les 3 villes ensemble, gérées ensemble, puis c'est comme ça qu'on s'alimente. Il y a un paquet d'ententes comme ça entre les villes qui collaborent. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, les montants coûtent tellement cher. Il a été construit, juste avant qu'on rentre en poste, un énorme centre sportif. Le RICMR, c'est Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes qui se sont mis ensemble pour le bâtir. Il est sur le territoire de Varennes. Prochaine grosse infrastructure, elle sera peut-être à Saint-Amable ou à Sainte-Julie, mais ça marche beaucoup comme ça. Dans la grosseur de Saint-Amable, Sainte-Julie-Varennes, c'est à peu près un quartier à Longueuil. Fait que, c'est logique d'avoir des ententes ensemble pour répartir tes coûts. À 14 000 habitants, tu peux pas te payer un centre de 25 millions. Il faut que ça soit logique aussi. Il y a beaucoup d'ententes comme ça. Puis, on vient un peu plus à l'entrepreneur aussi. En fait, je fais du pouce sur une question qu'on a faite tantôt. Je comprends qu'il y a congé de taxes. Est-ce qu'une ville pourrait aussi subventionner des entrepreneurs? Ou, y a-t-il des projets, encore là, tout le temps dans la préparation, quelqu'un qui a un projet qui va aller voir une ville, comment la ville peut l'aider autre que... En fait, je reformule ma question. Le permis, je me suis préparé, j'ai regardé le zonage, tout a bien été, j'ai eu mes discussions, j'ai fait ma to-do list. Un coup que le permis est délivré, est-ce que l'entrepreneur, avec la ville, il y a des suivis qui sont faits après? Parce qu'on entend souvent parler de tel projet, ça n'a pas marché. La ville, comment elle a pu accepter ça de même, puis etc. Y a-tu un suivi qui est fait après ça avec des entrepreneurs ou quoi que ce soit? Il y a toujours un suivi. Exemple, il y a des suivis pendant et après la construction. Là, exemple, les inspecteurs en urbanisme passent pour voir si ça a été fait correctement, le kit. Exemple, mettons, tu fais un gros projet à Saint-Amable. L'architecture, tout, c'est décidé, pas décidé, mais oui, c'est analysé par le comité consultatif d'urbanisme. Ça, il y a ça dans chaque ville du Québec. Okay? C'est une obligation du MAMACH. Donc, le ministère des Affaires municipales, etc. On l'appelle... bref. MAMACH. Okay. Ministère des Affaires municipales. Et puis l'acronyme change comme le MTQ, Ministère des Transports du Québec, qui est rendu le MTMD. Bref, les acronymes changent à chaque élection à peu près. Histoire quoi? Je savais pas que le MTQ avait changé. Ah ben oui, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Hein? On est dans l'air du temps. Faut être... Mais y a-tu un changement interne? Je sais pas ce qui est plus durable dans nos routes ou dans notre transport, mais bon. Et ils ont au moins changé un peu l'organisation ou ils ont juste changé le titre? Ça va pas mieux que ça allait. Ah, OK, bon. Je vais m'arrêter là pour le MTMD. Sans mettre le câble à tous les changements de nom, je vais me permettre ce commentaire. Oui, c'est jamais une bonne règle. C'est comme on va... C'est comme les business, on va trouver un nouveau nom. On va trouver un nouveau nom, on va faire quelque chose. Nouvelle... RPL Fiscalité Inc. 2024. D'habitude, c'est quoi qui a mal été. Quoi qui a pas bien été avec le 2021. Exactement. Donc, oui, il y a des suivis par après. Fait que donc, exemple, un CCE, un comité consultatif d'urbanisme, lui, il va décider, analyser, exemple, le projet, il est-tu beau? Aussi simple que ça. La maçonnerie, est-ce qu'elle fit avec le reste du cadre bâti avoisinant? Les hauteurs, est-ce que ça respecte un peu? Tu peux mettre un 8 étages à côté d'un bungalow, exemple. Des trucs comme ça. Donc, harmoniser les choses. Fait que tout ça, quand on entend, exemple, par après, je ne peux pas croire que la ville acceptait ça. C'est pas le après, c'est le avant qui a été mal fait. Ouais. Et là, j'envoierai une petite flèche, on est en crise du logement, c'est un fait. Okay? On le sait tout, à moins de vivre autour d'une roche. Comme Saint-Amable, côté logement, on est déficitaire. On a besoin de plus de logements. Le gouvernement a sorti une loi l'année dernière, fin de l'année dernière, qui donne beaucoup plus de pouvoir aux villes. C'est comme si on pouvait
faire sauter toutes les... Ben, pas toutes les règles, mais beaucoup de règles qui font en sorte que sortir des projets sont plus vite. Donc, bypasser des PIA, des trucs comme ça. Puis, tu sais, dans la croyance populaire, ben là, c'est à cause des villes que les projets sortent pas, aboutissent pas. Mais comme je vous disais tantôt, une ville, ça n'a pas de durée de vie dans le temps. Le promoteur qui s'en vient chez nous développe quelque chose de dégueulasse, on va dire. Un projet horrible, mais il a fait des portes. Ce projet horrible-là va être là pour 100 ans après dans la ville. Monsieur va être mort depuis longtemps, puis l'argent et tout le kit. Mais il faut que ça soit bien planifié. C'est là qu'il y a une espèce de fraction entre le privé et le public. Tu sais, le public, lui, il pense dans des horizons beaucoup plus grands que le privé, que je le comprends. Je suis pareil. Je veux mon argent maintenant, je veux faire des profits à chaque année. À la fin de l'année, je regarde la ligne du bénéfice net. C'est ça qui m'intéresse. La ville ne regarde pas la ligne du bénéfice net. C'est pas comme ça que ça fonctionne, une ville. Donc, c'est d'essayer de jumeler ça ensemble. Je pense qu'une bonne façon, c'est vraiment que les choses soient claires au départ. Est-ce que 3 ans pour un permis comme à Montréal, c'est raisonnable? Non. Est-ce que dans des villes, on va dire de plus petite taille, il faut que ça prenne 1 an et plus? Non plus. C'est de trouver le juste milieu, c'est-à-dire bien analyser les projets, que l'entrepreneur ficelle bien son projet, que la ville offre un bon service aussi, un bon accompagnement aux entrepreneurs. Ça, c'est souvent difficile. C'est là que le bas blesse parfois dans les villes. L'accompagnement d'entrepreneurs, comme je dis, c'est pas juste les entrepreneurs là, qui ont le fardeau sur le dos. Les villes, c'est pas toujours clair. Ça dépend sur chaque service d'urbanisme est différent, marche pas pareil. Le service client que tu vas avoir d'une ville à l'autre sera pas pareil. Ça change la donne beaucoup. D'une personne à l'autre. Dans la même ville. Tu ben tombes oui. sur une personne, ça ne tentait pas cette sur tel journée-là. inspecteur versus un autre, t'es comme « Ah non, pas lui. » Oui. C'est plate, mais c'est ça. Puis là, je parle pas de chez nous. Non, c'est correct. Moi, je parle de ma ville. Tout dépendant de quel inspecteur tu tombes. Longueuil, c'est gros aussi. C'est très, très gros. Je n'osais pas dire ma ville, mais c'est correct. Ah, c'est correct maintenant. Je n'aurais pas ton adresse. Oui. On a parlé tantôt comment une ville peut-elle se faire mettre belle, peut-elle se mettre belle pour justement attirer des nouveaux citoyens. Et là, on peut regarder les deux côtés de la médaille. Quelqu'un qui a un projet industriel ou commercial, oui, c'est correct, il faut se préparer, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il regarde dans une ville? Pour exemple, j'ai le choix, je m'installe, on peut prendre Monson, par exemple, j'ai le choix entre Saint-Hubert, j'ai le choix entre Laval, j'ai le choix entre Varennes. Qu'est-ce que je vais regarder avant de venir implanter ma business là, qui sera en lien avec la ville, là, que je devrais me renseigner, que je devrais prendre l'appel, dire, hey, évidemment, c'est sûr, le zonage, ça, c'est le plus... Évidemment. C'est le plus clair, mais y a-tu d'autres éléments que tu suggérerais à un entrepreneur s'il y a un projet? Je sais qu'on parlait, par exemple, je fais pas les PP intégrés ou je sais pas quoi. Projet intégré. Des projets intégrés, tu sais, c'est quelque chose que je pense pas toutes les villes qui ont ça. Oui, puis pas nécessairement toutes les villes, mais ça dépend des secteurs. Tu as un secteur qui va le permettre, un autre non. Fait qu'est-ce qu'un entrepreneur doit regarder, puis après ça, c'est quoi un projet intégré? Bon, projet intégré, c'est un entrepreneur qui devrait regarder justement tout ça. Où la ville s'en va, le zonage, qu'est-ce que la ville désire comme commerce, service ou industrie. Puis carrément aller s'asseoir, une espèce de discussion préliminaire, ça fait foi de tout. La pire chose qui arrive, c'est quand un prospecteur va acheter, un développeur, va acheter un terrain en non-connaissance de cause, achète ça, puis après ça, il dit, ben là, pourquoi je peux pas mettre un 16-plex ici? Ben, monsieur, parce que... C'est agricole. Non, ouais, puis ça, je pourrais dire ça arrive en plus. Fait que, tu sais, vraiment bien s'informer sur le milieu. On va dire dans l'industriel, c'est quoi les accès de la ville? Entrée, sortie de la ville? Quel impact tu vas avoir sur le fonctionnement de la ville? Tu sais, il faut que tu t'informes là-dessus. Exemple, Molson qui avait décidé d'aller à Longueuil, ben Saint-Hubert, Longueuil. Oui. Bon, l'accès est incroyable, tu sais, t'es au centre de l'univers à peu près là. C'est pour ça qu'ils sont allés là. Longueuil a allongé des... Longueuil a allongé des incitatifs aussi, là, mais bon. Non, mais c'est pas supposé parce que Jay est Rive-Nord et je suis pro-Rive-Nord et je suis pro-Rive-Sud. Je suis Montréalais, pro-Rive-Nord, ouais. Ouais, t'es pro-Rive-Nord, je suis pro-Rive-Sud. Des Montréalais pro-Rive-Sud. J'aime bien tes commentaires sur la Rive-Sud. Je vais probablement rester à Montréal, désolé. C'est correct, mais j'aime bien. En tant que pro-Rive-Sudien, je sais pas si ça se dit, mais... Je sais pas comment l'appeler, mais c'est drôle, ça. J'ai des chums de la Rive-Nord. C'est bien mieux la Rive-Nord, puis moi, je changerais la Rive-Sud pour rien au monde. Voilà. C'est comme Montréal-Québec, on dirait. Ben, le problème avec la Rive-Nord, c'est que tu vas au dépanneur, il faut que tu prennes l'autoroute. Tu peux pas... Oui, c'est ça. Commentaire? On a le carrefour Laval. J'étais à Montréal, je marche toujours 2 minutes pour me rendre. Montréal, on a dit Rive-Nord. C'est ça. Non, on vous aime, nos Rive-Nord. On vous aime, les gens de la Rive-Nord. Les partenaires sont pognés dans CMM comme nous autres. Fait que... Mais j'aime beaucoup parce que ce que tu dis là, c'est concret. J'ai un projet commercial ou industriel, je vais l'examiner justement. Le zonage, c'est le plus évident. Les accès.
qu'on pense pas tout le temps. Est-ce que c'est une ville qui est facilement accessible? On peut regarder, tu parlais, l'exemple, Saint-Amand, qui est une jeune ville. C'est quoi l'âge de la population? Exact, pour ton marché. C'est ça, je veux faire une résidence pour aînés. Ben, c'est peut-être pas Saint-Amand en premier que je vais y aller. La ville est jeune. Tandis que d'autres villes ont peut-être des populations vieillissantes. Fait que je vais les cibler. C'est tous des éléments concrets que des fois, on pense pas que hey, je vais aller m'établir dans telle ville ou quoi que ce soit. Puis, Ça, je te dirais, autant le citoyen corporatif que le citoyen résident, souvent ne regarde pas. La pire affaire que tu peux faire, là, dans les deux cas, c'est d'arriver là pour le prix. Oui, à un moment donné, il y a le prix. Là, par exemple, il y a une différence entre Boucherville et Saint-Amand en prix, mais tu sais... Il y a une différence entre Boucherville et partout. Et partout, exactement. Mais tu sais, je veux dire, oui, le prix, ça compte pour le budget, autant de l'entreprise que de la petite famille, mais ça ne doit pas être que ça. Parce que là où le bas blesse le plus, là, c'est exemple que ce soit une entreprise ou une famille, débarque, on va dire, une ville comme Saint-Amand. Tu sais, Saint-Amand, tu connais un petit peu la ville. On n'a pas beaucoup de sorties ou d'accès. Grosso modo, on en a officiellement 3, mais dans le fond, 2 qui mènent vraiment ailleurs qu'à Saint-Marc, on va dire, qui est très agricole dans notre coin. Donc, pour sortir, tu en as 2. Est-ce que le trafic est 100% fluide le matin? Non. Est-ce que c'est aussi pire que les gens le disent? Absolument pas. Mais bref. Si toi, c'est un enjeu pour toi d'attendre 2 minutes à la lumière le matin, bien, va pas à Saint-Amand. Ou le soir, quand tu reviens, bien, c'est une voie simple pour revenir. Va pas là. Si tu penses avoir un aréna, 2 épiceries, ci pis ça, viens pas à Saint-Amand. C'est pas ça. C'est comme encore une ville. C'est pas ça pour l'instant. Pour l'instant, mais même à ça, tu sais. Si t'es un développeur, puis tu arrives ici, si t'as pas fait ton étude de marché, mon ami, c'est ton problème. T'sais. Si tu penses que, exemple, moi, je m'en viens ici, je sais pas, j'ouvre une 2e épicerie, ben, 14 000 habitants, c'est pas beaucoup encore. Puis après ça fonctionne pas. Il y a les devoirs qui sont pas faits des fois. Autant par le résident que le citoyen corporatif, il faut faire ses devoirs. Je suis entrepreneur, j'ai un gym à Saint-Amand, que Reggie connaît très bien. Quand on a ouvert le gym, il n'y en avait pas encore. L'étude de marché qu'on avait faite, on a fait une petite étude de marché, on a regardé l'âge, etc. On a plein d'enfants au gym, on offre des arts martiaux aussi. On a fait nos devoirs. V'là 10 ans, j'aurais jamais ouvert ce gym-là à Saint-Amand. Peut-être même v'là 5 ans. Mais il faut que tu regardes c'est quoi aussi. Fait qu'il n'y a rien de plus frustrant pour mettons, on va dire pour des élus, que là, les gens arrivent puis ils sont mécontents de tout. Oui, mais là, il fallait le regarder. Puis là, je dis ça, mais bien souvent, c'est l'inverse qui va se produire. Les nouveaux arrivants, soit corporatifs ou citoyens, sont super contents parce qu'eux, souvent, ils ont fait le devoir. Puis là, t'as les vieux de la vieille qui chialent sur tout parce que ça change. Fait que t'as la gestion du changement à faire, le nouveau versus l'ancien. C'est quand même difficile. Ben, pas difficile, moi j'adore ça, mais c'est pas une dynamique facile. C'est pas fait pour tout le monde, mettons. Dans la même épicerie que je fais ma petite épicerie, je peux me faire chialer après parce que là, il y a bien trop de condos à Saint-Amand, c'est rendu bien trop gros. Puis dans l'autre allée, je peux me faire dire, ben là, ça nous prend ça, ça prend du logement, puis let's go. Tu sais, fait faut que tu maries tout ça ensemble. Là. Puis c'est quoi le plan intégré? Parce que ça, je sais que c'est une belle formule, je trouve, pour les entrepreneurs qui ne comprennent pas. C'est le plan intégré? Un projet intégré. Projet intégré. Ouais. Pour les entrepreneurs qui ont des projets puis tout, je sais que vous l'avez à Saint-Amand, puis là, dans d'autres villes, ça consiste en quoi? Ben, écoute, ça, c'est une façon de faire un projet sur un terrain. Un projet intégré, c'est simple. Tu as un gros lot, on va dire, j'ai 40 000 pieds carrés de terrain. Le frontage, la profondeur, tout me permet de faire plus que juste une maison dessus, puis le zonage le permet. C'est comme si tu faisais un condo géant. Tu peux faire tout, exemple, des maisons jumelées. C'est un exemple. Tu peux mettre des maisons jumelées là-dessus. Exemple, miroir, là, 2 côtés de rue. Chacun est propriétaire, mais la gestion de la rue, qui est une rue qui appartient aux citoyens, c'est eux qui le gèrent. Donc, l'entretien, terrain, puis le kit, c'est... Fait que déneigement, c'est eux qui trouvent un déneigeur, c'est pas vous autres. Il y a un lot, mais chacun est propriétaire. C'est le même principe que le condo, sauf sur un gros terrain. OK, fait que le terrain est splitté à gang, Exactement. mais chacun a sa maison. Voilà. Mais c'est eux Je peux le vulgariser le plus facilement comme ça. Ben, c'est eux qui gèrent leur déneigement. Tout, c'est pas la ville qui va... C'est eux qui gèrent le Fait déneigement. que ça veut dire que, fait que toute la ville pourrait être déneigée, mais pas cette rue-là, si eux Absolument. l'ont fait. Fait que ça coûte moins cher de taxes. Oui, puis non. C'est au général, beaucoup, c'est réparti, là, mais dans le sens que non, ça ne coûte pas moins cher de taxes parce que le rue n'est pas desservi. Là. Leur vidange, c'est eux qu'il faut qu'ils les gèrent. Exemple, si on va sur un conteneur dans le fond. Des trucs comme ça. Ce serait quoi l'avantage pour pas un entrepreneur, mais un citoyen d'aller dans un projet intégré plutôt que d'aller dans un. Ben, l'accès à la propriété, souvent, ça va être moins cher. Okay. Tu peux acheter un jumelé dans un terrain comme ça. Mais je voudrais, c'est pas en voie d'extinction, mais c'est moins populaire que c'était. Moi, je pensais que c'était un bon projet. Non, ça avait ses bons, c'est moins bon côté.
Quand tu penses interconnectivité des quartiers puis tout, quand c'est mal réfléchi, mais là, ça fait tous des petits projets intégrés, exemple, sur une rue, une artère principale, qu'il n'y a pas de piste cyclable qui passe en arrière, exemple, des trucs comme ça. C'était plus dur à gérer. Ça a été un format qui était bien utilisé dans des gros développements, dans des booms de développement comme à Saint-Amand, on a eu les années 2000-2010. Là, on s'en va vers autre chose. Il y a d'autres moyens de faire. Je pensais que c'était un bon incitatif. Ça existe encore. Tu me fais réaliser que ça existe encore. Un bon incitatif. Je me suis mal fait mes devoirs. Ben non, c'est pas que tu as mal fait tes devoirs. C'est un outil parmi tant d'autres. Tu as les projets intégrés, tu as les zonages incitatifs, justement, avec haute densité. Tu as plein d'autres moyens là, de pouvoir maxer ton terrain, là, si on veut. Là. Fait que voilà. Fait que les villes changent beaucoup. On parlait des revenus tantôt. Je voulais juste jaser de ça, ce qui s'en vient aussi, la fiscalité, l'éco-fiscalité qui s'en vient. Oui. Ça, c'est super intéressant. C'est depuis cette année qu'on a ce nouveau pouvoir-là, les villes. L'éco-fiscalité, c'est quoi, en fait? Puis, tu sais, ça, c'est des choses qu'il faut que les gens le sachent pour pas être mal pris. Là, exemple. L'éco-fiscalité, ça va aussi loin que la ville désire augmenter la canopée, c'est-à-dire le nombre d'arbres sur son territoire. OK. Ça, c'est pas nouveau. Les villes ont le droit d'imposer d'avoir un arbre sur son terrain. Avant, tu pouvais l'imposer, mais plus que ça, tu pouvais l'imposer à la construction du bâtiment, mais là, après, tu n'avais pas beaucoup de pouvoir ou de grip là-dessus. Avec l'éco-fiscalité, tu peux charger une taxe si tu ne poses pas ton arbre, si tu ne plantes pas ton arbre. OK. Tu as le choix. Tu peux ne pas le vouloir, ton arbre, mais tu vas payer 200$ de taxe de plus l'année prochaine. À vitam aeternam ou juste une fois? Tant que tu le payes, tant que tu n'as pas d'arbre. Okay, je peux-tu faire un commentaire à l'encontre de ça? Je suis juste en train de te dire ce qui est possible. Parce que il y a bien plus. Pour un arbre sur un terrain, un arbre, ça a des racines. Ouais. Puis entre une fondation et des racines, on peut Très être mauvais surpris, argument. Mais c'est la racine qui gagne. Il faut que tu choisisses la bonne essence d'arbre. Je t'avoue que je ne suis pas un expert en arbre. Je peux ben pas. Oui, exemple, tu n'as pas le droit de mettre un peuplier sur un terrain de 3800 pieds carrés, là, c'est amable. Tu peux pas parce que tu es en dedans de... Je pense pas que c'est chassé amable, je suis pas mal sûr. Oui, non, c'est partout, là, mais dans le sens, tu comprends, qu'il y a des essences qui vont comme ça. Mais ça, c'est un exemple que je donne. Watch out, il y a des grosses jurisprudences qui s'en viennent, là. Il y a des cas en cours. Déminéraliser les stationnements. Vous savez, en environnement, la lutte aux îlots de chaleur, c'est un débat de tous les instants. Là, ouais. Je donne un exemple. Les concessionnaires sur le bord des autoroutes, c'est des îlots de chaleur énormes. Ça, tu veux dire l'asphalte? L'asphalte, exemple. Okay. Faudrait que tu te verdisses plus. Tu veux pas? Tu vas payer une taxe d'îlot de chaleur. Mais j'imagine que là, encore là, je suis pas en train de faire l'apologie de ça. Je vais juste dire ça arrive. Ce qui s'en vient, puis ça arrive. C'est maintenant. Okay. Chaque ville passe des règlements là-dessus en ce moment. Okay. Mais j'imagine qu'il va y avoir un certain encadrement. C'est pas, oui, c'est encadré. C'est pas l'inspectateur qui passe. Là, toi, je te regarde. C'est très encadré, normé et tout, mais c'est quelque chose qui s'en vient parce que avec les changements climatiques et tout, la question qui se pose, c'est peut-être un débat sociétal aussi, mais est-ce que le bien commun prime sur est-ce que le bien individuel prime sur le bien commun? Fait que quelqu'un, exemple... C'est une éternelle question. Oui, puis ça, c'est une autre couche qu'on a de plus dans les conseils municipaux, d'avoir un fardeau supplémentaire. Là, il faut même statuer là-dessus. T'sais. Avant, tu t'occupais de ta ville, tes petits trucs. Il faut même que tu aies une espèce de pensée globale. Fait que, es-tu en train de me dire que, exemple, une entreprise ou un citoyen qui, exemple, fait du pavé uni devant chez eux, puis le kit, une entrée asphaltée, peu importe comment c'est fait, mais tu sais, fait un minimum de gazon, parce que ça ne tente pas de tondre le gazon. Ouais. Mais il fait un super un super bel aménagement qui coûte, parce que le paysagement, on s'entend, c'est pas donné, là. Un 20 000 $, est vite dépensé. Puis, comment? T'as rien, 20 000 $. T'as le gazon. C'est ça, t'as le faux gazon. Fait que, bref, il met du pavé uni partout, c'est super beau visuellement. Mais si ça ne respectera pas le pied carré de verre nécessaire, on peut dire, ben écoute, soit que tu enlèves du pavé, tu mets du gazon, ou tu payes à chaque année X montant d'argent. Exactement. C'est tant pour le commercial que pour le résidentiel. Résidentiel, par exemple, là, il y a beaucoup de politiques d'arbres en ce moment. Ouais. Résidentiel, c'est une autre histoire. Je pense pas que ça va aller là avant longtemps. Ça va prendre du temps. Politique d'arbres, c'est pas résidentiel. Oui, c'est au résidentiel. Ah, c'est tout. Okay. Politique d'arbres, mais il parlait de déminéraliser, par exemple, un grand terrain de c'est une autre histoire, exemple. Tu sais, il y a une logique en arrière de tout ça aussi. L'existant, c'est une chose. Puis ça, oui, c'est ce que tu viens de décrire un peu comme cas. Mais exemple, le cas que Réginald, tu viens implanter un nouveau bâtiment commercial à Saint-Amable, ben, pour avoir ton permis, il va falloir que tu te soumettes aux exigences de pourcentage de verdure et tout. Puis ça, tu n'auras pas l'option de payer la taxe ou pas. Là.
Tu le fais, puis c'est ça. C'est ça un Ouais. PIA, Ouais. puis le comité consultatif d'urbanisme, c'est ça. C'est ça que ça l'englobe. que ça PIA, gère. c'est Plan d'intégration, plan d'implantation, intégration architecturale. Fait que ça peut aller aussi loin que décider combien de verdure tu vas avoir sur ton terrain, imposer de mettre tant d'arbres, décider justement de l'harmonisation de ton bâtiment dans le paysage, etc., etc. Ça décide quand même pas mal de choses. Tu sais. Fait qu'en Il y a un tant cadre normatif, par contre. Là. C'est pas vraiment... Puis ça, c'est un comité citoyen en passant. Il y a 2 élus et des citoyens là-dessus. Fait que ça qui est le fun, c'est quand même par les pairs de la ville aussi. Tu sais. le fun, ça dépend. Hein? Ben oui, puis ça prend ça, parce que, tu sais, comme je vous dis, nous, on pense en maintenant, mais une ville, ça pense pour au moins 100 ans à venir. Fait qu'en tant que promoteur, quoi que ce soit, rappelez-vous, PIA. 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 Tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir. En tant qu'entrepreneur, oui. Oui, en tant C'est ça, qu'entrepreneur, je pensais, oui, moi. c'est- Non, tu moi, sais je sais pas. pas. Là, je construis pas. Mais C'est comme si je te parle d'un bilan puis d'un état financier, peu importe, puis tu sais pas de quoi je parle. Ben, tu sais, c'est ça. En tant Je qu'entrepreneur, il suis faut que pas tu à bonne saches un minimum. Bon, là, je suis en train de penser à la verdure autour de chez nous. C'est pas encore au résidentiel. T'es correct pour quelques années, je probablement. sais pas. ça dépend. Puis ça ira pas dans toutes les directions non plus. Mais je veux dire, c'est des nouveaux pouvoirs quand même substantiels. Là, tu sais. Je pensais que l'éco-fiscalité, on allait rentrer. Là, que, maintenant, je pense que les villes peuvent comme, évaluer leur parc pour essayer d'avoir du financement. J'avais comme Aussi, entendu parler la fiscalité d'un- va faire partie de ça également. Tu sais, je veux dire, mettons, tu as augmenté ta canopée, tu vas peut-être être éligible à certaines subventions, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, il y a du bien là-dedans. Dernière question. Ben, moi, toi, t'en as d'autres après. là. Non, Ouais. j'ai des commentaires, mais pas de questions. Ah, c'est le Ah, fun des on commentaires. va rentrer dans les commentaires. C'est quoi, j'entends parler de CMM. C'est quoi ces affaires-là? Encore le monde des acronymes. Là, c'est pas les patins CCM, là. On parle vraiment. Non, la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal. Grosso modo, Ok, c'est est-ce que je vais le dire comme ça? Oui, Ça t'as le temps, on peut éditer. Fait que tu peux On fera un réfléchir. clip. C'est comme si Montréal décidait du développement et du développement des 2 couronnes nord et sud. OK, fait que ça Grosso touche modo. pas. Oui, ça me touche moi, ça touche Longueuil, ça touche... La CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, c'est un pouvoir qui a été donné aux villes. De mémoire, je pense que c'est là qu'au moment où il y a eu les fusions et tout. Il y a le même penchant, d'ailleurs, pour Québec. Je ne sais pas l'acronyme, mais la ville de Québec, c'est la même chose. Toutes les villes qui ont été découpées selon une carte, Rive-Nord, Rive-Sud, font partie de la Communauté métropolitaine de Montréal. Nous, exemple, Saint-Amable, on est les derniers dans notre coin qui en font partie. La ville après, Saint-Marc, oups, ils en font pas partie. Ce que ça fait, la CMM, ça fait en sorte que c'est un comité, justement, où Montréal a la majorité du pouvoir décisionnel. Puis il y a plein de choses qui ont décidé là-dessus, dont comment le territoire va développer sur les 2 rives. OK? Tu sais, on dit souvent, je sais pas moi, autant, oui, ça touche au dézonement un peu aussi avec le plan d'aménagement. En urbanisme, il y a un plan d'aménagement qui est fait, OK, qui est revisé autant d'années, c'est jamais pareil, mais autant d'années. Ben, ce plan d'aménagement, le schéma d'aménagement, excusez-moi, ben, il est dicté par la CMM. Exemple, on parle beaucoup d'étalement urbain. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme-là? Tu sais? Ouais. Une erreur qui a peut-être été faite. Peut-être, ça a été fait. Tu sais, que, exemple, on a laissé les villes de banlieue se développer de façon linéaire, tu sais, sans structure de transport collectif ou de ci ou de ça. C'était l'apologie de l'automobile des années 70, 80, 90. OK? Ben, c'est un peu ce que la CMM tend à corriger. Tu sais, imposer tant de logements à l'hectare dans le développement. Avoir des pouvoirs de taxation sur les plaques d'automobile pour le transport en commun. Tu sais, un paquet d'affaires comme ça. Montréal gère beaucoup de choses dans les villes des couronnes. Pas dedans directement, mais de par les décisions de la CMM et tout. Fait que, tu sais, je vous dirais, c'est quelque chose. Tu sais, des fois, c'est frustrant, très, très frustrant. Exemple, tu as un milieu, on va dire, plus agricole comme le nôtre, mais tu sais, il y a beaucoup de balises qu'on a dues à la CMM, qu'exemple, la ville voisine n'aura pas, qui n'est pas dedans. Tu sais. Fait que la communauté métropolitaine de Montréal, ça en amène large quand même. Ça a un pouvoir énorme. Tu sais, je te dirais, après le gouvernement provincial, là, ça gère beaucoup. Tu sais, exemple, on parle aux 2 rives, Rive-Nord, Rive-Sud, c'est énorme, là, comme bassin de population du Québec au complet. C'est super gros. Fait que ça... Mais d'un point de vue conceptuel, qu'est-ce que tu en penses? Que, ultimement, c'est mon vote, moi, en tant que Montréalais, va influencer le développement. Absolument. C'est comme si le vote des... Tu les appelais les amabliens. Les amabliens. Les amabliens ont aucun pouvoir décisionnel ou aucun pouvoir d'électorat sur ceux qui vont être élus à Montréal. Exact. Mais ceux qui vont être élus à Montréal ont un pouvoir, grosso modo,
coercitif ou de planification, Oui, on va exactement. dire, de leur vie. Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue juste conceptuel puis démocratique? Bah, démocratique. Moi, je trouve que c'est, encore là, bien individuel versus bien commun. Dans une perspective de bien commun, c'est peut-être logique. Pour synchroniser, pour planifier le transport en commun là, pour les prochaines générations, des trucs comme ça, c'est peut-être logique. L'étalement urbain qu'on a fait, c'était-tu logique? Peut-être pas. Mais souvent au quotidien, mettons, je parle pour ma paroisse, Saint-Amable, mon village à moi. C'est fâchant souvent. T'sais. Ta ville. Ma ville, je sais. Non, ben, là, je parlais en patriote. Ah, OK. Mais oui, c'est sûr. Fait que des fois, tu regardes les élections, exemple, quand Mme Plante était élue, tu sais, projet Montréal, là, tout le monde était comme, ouh, OK, on s'en va dans une autre tangente, beaucoup plus à gauche. Ça change la donne. Puis, tu sais, les exemple, si on pense au transport commun, actuellement, moi, je le dis, puis c'est mon opinion, il est déficient sur les courants de notre transport en commun. Tout à fait. On connaît la grosse polémique qu'il y a eu sur le financement. La ministre Guilbeault a décidé de dire « Hey, on va arrêter d'éponger le déficit à 100%. » Est-ce qu'il y a un clivage à faire? Il y en a tout un à faire dans la RTM et tout ça. Il le faut dans les sociétés de transport. Ça pourrait être vraiment mieux géré. Mais n'en est pas moins que beaucoup de décisions sont prises. En conséquence de ce qui se passe à Montréal. T'sais, Montréal, lui, l'usager est bien desservi. Le transport en commun à Montréal, il fonctionne. Ouais. On va se le dire. Ouais. Tu as le métro, le bus. Quelques pannes de métro de temps en temps. Là, mais... Ça arrive, ça, mais il est bien desservi. On exclut le REM. Je ne l'ai pas encore pris. Je l'ai pas encore emprunté. C'est parce qu'il n'a pas encore fonctionné. Mais c'est ça. Mais l'usager, lui, qui est en banlieue, exemple, ben, il n'est pas aussi bien desservi. Des fois, tu payes pour un service que tu n'as pas. Où il y a des standards de transport qui sont mis pour une ville ultra densifiée comme Montréal. Saint-Amable, on a beau dire qu'on est en période de densification pour nous, à notre échelle, mais ça reste encore. Mais non, c'est ça. Ouais. Il y a là où ça fait moins de sens, je te dirais. Que c'est pas toujours évident. Faut gérer avec ça. Puis les villes, souvent les gens pensent, ben là, pourquoi ils ne dézonent pas telle affaire? Parce que le CMM ne veut pas. La Commission des terres agricoles ne veut pas. Puis c'est correct aussi, ça, soit dit en passant, il faut le protéger, le garde-manger, mais c'est pas toujours logique. Des fois, dans les questions efficacité, développement de territoire, souvent, c'est pas logique, mais une ville, ça a du pouvoir, mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne gère pas du tout. T'sais. Comme dirait le gouvernement, on est une créature du gouvernement, des villes. Je regarde le temps. Vous n'avez rien de pertinent. Un million de commentaires. Vous n'avez rien de crunchy en tant que... oui, je pense que... Oui, ben encore là, des débats politiques et philosophiques. Ouais. Mais même pas parler de finances, de ville. Ben oui, la source des revenus. Ouais, la source des revenus. Ben oui. Pour notre clientèle, les entrepreneurs, comment ça fonctionne, comment ils doivent se préparer. Ouais. Super pertinent. Exactement. Super pertinent. Savoir justement, y a déjà une épicerie? On avait-vous besoin d'une deuxième? Oui, on en a une. J'avais compris, mais juste pour l'entrepreneur de garder en tête, oui, il y a déjà une épicerie dans cette ville-là. Et ils vont peut-être effectivement pas acheter une deuxième épicerie. Ça vaut pas la peine. C'est en plein c'est des bons pointers pour un entrepreneur qui voudrait s'établir quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Puis c'est un peu le temps qui nous limite présentement. Je comprends. Mais c'est sûr que si jamais tu es ouvert à parler de je veux pas dire tes allégeances, mais tes valeurs et ce que tu en penses réellement, mais il faut pas oublier que toi, dans ton rôle, ça peut peut-être venir te hanter plus tard. Je peux pas te dire non plus. C'est pour toi. Moi, avec mes ambitions, je peux pas tout dire. C'est ça. Moi, personnellement... Peut-être que Mme Fournier est venue me taper ses doigts là, un peu, ou Mme Plante à cause que j'ai parlé de son REM. Mais c'est plus le goût à cause que j'ai parlé de son REM, mais sinon, il y a peu de chances que j'ai des répercussions sur ce que je vais dire. Ça ne changera pas grand-chose. C'est ça. Fait que ça, je te laisse le mot de la fin. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Épisode un petit peu différent des autres, mais on espère que vous avez retenu et appris beaucoup de choses. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.